Au printemps 1993, je suis devenu garde-chasse dans la réserve naturelle de Tunguska. Je me souviens de ce jour dans les moindres détails. La fraîcheur du matin, l'odeur de la neige fondue et des aiguilles de pin, le craquement du parquet dans le vieux bâtiment administratif. À l'époque, du haut de mes 37 ans, je ne me doutais pas que les 2 années suivantes allaient changer toute ma vie. Auparavant, comme beaucoup de gens dans notre village, je gagnais un salaire occasionnel. Les temps n'étant pas faciles. Je vivais modestement avec ma femme et mes 2 enfants, mais dans le contexte de la dévastation générale, c'était un péché de se plaindre. Il y avait un toit au-dessus de nos têtes. Le potager nous nourrissait et nous pouvions toujours cueillir des champignons et des baies dans la forêt. Seule l'âme demandait quelque chose de plus que la simple survie. Gregory Thompson, le chasseur qui est devenu mon mentor, m'a d'abord regardé d'un air dubitatif. Je me souviens de ses premiers mots. « Vous dites que vous êtes chez vous, dans la taïga, depuis l'enfance ? Eh bien... » Et puis il a passé 1 an à me poursuivre sur tout le site, à m'apprendre à lire les traces, à comprendre les habitudes des animaux, à sentir le souffle de la forêt. La taïga ne pardonne pas les erreurs, aimait-il à répéter lorsque j'essayais de prendre un raccourci ou de négliger une bagatelle. Nous avons obtenu un terrain assez grand, 75 km² au cœur de la réserve. Il était coupé par des ruisseaux avec des dénivelés et d'anciennes excavations géologiques. Au début, j'ai dressé des cartes détaillées de chaque détour et maintenant je peux dire les yeux fermés où le sentier fait une boucle dans quelle décomposition au printemps les ours font leur tanière. Au début, ma femme était inquiète. Le travail était dangereux et le salaire peu élevé. Mais j'ai vu à quel point mes enfants étaient fiers de moi. Mon fils, qui avait 12 ans à l'époque, n'arrêtait pas de demander des jumelles pour jouer avec. Et ma fille disait à tout le monde à l'école que son papa protégeait les animaux des méchants. À l'époque, en 93, je ne pouvais pas imaginer que, dans 2 ans, je regarderais mon mentor dans les yeux et que, pour la première fois de ma vie, je ne pourrais pas résister à son regard. Mais c'était encore loin, et la taïga commençait à peine à me révéler ses sombres secrets. Le mois d'août 1994 a été exceptionnellement chaud. Il n'avait pas plu depuis 3 semaines, et la taïga était dans l'expectative. Les pins étaient aussi secs que des allumettes, le bruissement des feuilles avait depuis longtemps été remplacé par un silence de mort. Même les oiseaux se taisent, comme s'ils pressentaient un problème. En ces jours-là, la moindre étincelle peut se transformer en véritable enfer. Les chasseurs sont les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Stephen Harper, un vieux pêcheur, m'a arrêté à la boutique et m'a longuement parlé, comme à contre-cœur, des étranges incendies à la frontière de la réserve. Petits, vite éteints, mais trop semblables les uns aux autres. « Ce n'est pas bon, Nicolas », s'est-il contenté de dire en guise de conclusion. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ces conversations. Je me demandais ce que le vieil homme pouvait bien inventer dans les bois. Mais quelques jours plus tard, d'autres chasseurs ont commencé à parler de la même chose. Et lorsque, au cours de mes tournées de routine, j'ai découvert 3 incendies identiques en une journée, il était clair que ce n'était pas propre. Gregory Thompson, bien qu'il soit sur le point de prendre sa retraite, était toujours à l'écoute de la réserve. « Ne considérez pas qu'il s'agit d'un accident », m'a-t-il dit à l'époque. « Regardez bien les parcelles brûlées. Elles se trouvent toutes à côté des parcelles de l'exploitation forestière. Et ils ont un nouveau directeur, âgé de 3 mois. Le nouveau directeur s'appelait Simon Pierce, un nouveau venu dans le quartier, mais un homme qui s'était déjà fait remarquer par ses idées révolutionnaires sur le développement des ressources forestières. J'ai commencé à regarder de plus près et j'ai remarqué un schéma étrange. Chaque incendie se produisait à l'endroit même où la forêt était particulièrement propice à l'abattage. Un matin, alors que je vérifiais une autre zone incendiée, j'ai trouvé les restes brûlés d'une sorte d'appareil, une petite boîte avec des fils. De toute évidence, ce n'est pas le genre de choses que l'on trouve dans la taïga reculée. J'ai fait tourner la trouvaille dans mes mains, sentant mon dos se refroidir. Ce n'était ni du matériel de chasse, ni des déchets touristiques. Quelqu'un l'avait laissé intentionnellement. Mais à peine avais-je examiné la trouvaille que j'entendis le bruit d'une voiture. Caché derrière un arbre tombé, j'aperçois une nouvelle Jeep de l'entreprise forestière et Arkhipov en personne qui examine le feu. Le soir même, son adjoint est venu me voir. Souriant doucement, il a commencé de loin. Il a parlé des temps difficiles, de l'importance de se soutenir mutuellement, des possibilités de coopération mutuellement bénéfiques. Il a continué à tripoter un bouton de sa veste, puis a soudain baissé la voix.
Vous ne voulez pas que vos enfants au village entendent des rumeurs, n'est-ce pas? Je n'ai pas écouté plus longtemps et j'ai montré la porte. Une semaine plus tard, lors de mes rondes de routine, j'ai trouvé dans mon UASIC exactement le même dispositif que celui que j'avais trouvé lors de l'incendie. Soigneusement caché sous le siège, il était manifestement destiné à être découvert accidentellement par les inspecteurs. L'image était affreuse. Mettre le feu à la forêt, mettre cela sur le compte de la négligence du chasseur, et ensuite prendre le bois endommagé pour rien. J'ai sorti le vieux zénith de mon père et j'ai commencé à tout photographier méthodiquement. Les foyers d'incendie, les traces de machines, l'appareil lui-même. Gregory Thompson m'a appris à prendre les bonnes photos avec une règle à côté, avec la date sur un bout de papier dans le cadre. Les preuves doivent être irréfutables, a-t-il dit. Sinon on les piétinera et on ne s'en apercevra pas. J'ai montré l'appareil à Michael Jennings, un mécanicien de la Syrie. Il avait travaillé là il y a longtemps, sous l'ancien directeur, et il s'est avéré qu'il ne supportait pas Arkhipov. C'est un dispositif improvisé, dit-il en regardant la trouvaille, pour allumer des feux. Vous voyez la minuterie? Pour que vous puissiez vous en éloigner à temps. Il accepte de rédiger un rapport officiel, mais il a peur. Il lui reste 2 ans avant de prendre sa retraite. Gregory Thompson, quant à lui, avait sa propre façon de faire. Il a écrit des lettres au bureau du procureur de l'environnement, à l'OBEP et même au journal régional. Dans le passé, ces lettres fonctionnaient rapidement, soupire-t-il. Aujourd'hui, elles se perdent ou sont achetées. Mais l'eau broie la pierre. Il a recueilli des signatures d'autres gardes-chasse, des témoignages de chasseurs. Jour après jour, il empile les preuves comme des cartouches dans un chargeur. En septembre, le journal régional a publié un petit article sur des incendies étranges dans la réserve. Rien d'extraordinaire en apparence, quelques paragraphes en dernière page. Mais une semaine plus tard, un autre article est paru, plus important. Puis un autre. Le journaliste, un vieil ami de Gregory Thompson, a commencé à creuser davantage. Il a découvert l'affaire étrangère en cours, la paperasse grise. Fin septembre, une inspection de la région s'est rendue dans la réserve. Une inspection formelle, pour une question de contrôle, c'est ce que tout le monde pensait. Mais à ce moment-là, nous avions tout un dossier, des photos, des déclarations de témoins, un rapport de mécanicien, des documents sur la préparation de la transaction. Arkhipov a essayé de faire pression sur les inspecteurs, a laissé entendre qu'il y avait des connexions au sommet. Un jour plus tard, une commission sérieuse est entrée dans la réserve avec le bureau du procureur, avec l'OBEP. Tout s'est alors accéléré de façon inattendue. D'autres témoins et des documents concernant des projets similaires sur l'ancien lieu de travail d'Arkhipov ont été découverts. Certains de ses associés ont paniqué et ont commencé à témoigner. En novembre, l'affaire a été transférée au tribunal. Un mois plus tard, le journal régional a publié un grand article sur le crime environnemental évité. J'ai plié le journal et j'ai regardé longuement par la fenêtre le coucher de soleil violet sur la taïga. La victoire me paraissait vaine. Trop de questions restaient sans réponse. Ce soir-là, en examinant les documents relatifs aux preuves, je suis tombé sur une curieuse piste qui menait quelque part très haut dans le ciel. Mais elle était restée introuvable. Cette année-là, l'automne a été très beau. C'était comme si la taïga elle-même célébrait la délivrance du malheur. Je me souviens souvent de cette époque où ma foi en la justice était encore si simple et inébranlable. Après tout, j'allais très vite apprendre que dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc, et que les secrets les plus terribles de la taïga ne se trouvent pas forcément là où on les cherche. Octobre 1994 fut une année étrange. Après un été chaud et un automne lumineux, c'était comme si la nature avait décidé de se venger. Les brouillards recouvraient la taïga d'une épaisse couche de lait. Ces jours-là, les sons se propagent d'une manière particulière et la forêt elle-même devient en quelque sorte étrangère, inconnue. Tout a commencé par les rondes matinales habituelles. Le brouillard était si épais que je ne pouvais rien voir à 5 pas. Soudain, je l'ai entendu, un long cri d'enfant. Il provenait de quelque part dans les profondeurs de la forêt, s'estompait, puis reprenait de plus belle. Je me suis figé. Au cours des années passées dans la taïga, j'avais appris à distinguer toutes les voix, mais je n'avais jamais entendu un tel son. J'ai d'abord pensé à un enfant. Mais comment pouvait-il y avoir un enfant ici, dans la nature? Le village le plus proche était à plus de 30 km. Je me suis approché du bruit, essayant d'en identifier la source. Les cris se rapprochaient et s'éloignaient, comme si quelqu'un me faisait délibérément tourner en rond. Lorsque je lui en ai parlé, Gregory Thompson est devenu étrangement sombre.
Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu cette voix, me dit-il pensivement. La taïga essaie de te montrer quelque chose, Nicolas. Regarde bien, tous les petits animaux ont disparu de ce quartier. Même les oiseaux se sont envolés. Le lendemain, j'entendis à nouveau les pleurs. Cette fois, le son était plus proche, plus distinct. Et il y avait quelque chose. Un prédateur. Ce n'était pas le cri d'un enfant, c'était la façon dont un chasseur expérimenté attire sa proie. En avançant prudemment, j'ai remarqué les traces fraîches d'un carcajou, grand et confiant. L'animal n'avait manifestement pas peur et ne se cachait pas. Pendant 3 jours, j'ai surveillé la zone. Le glouton apparaissait et disparaissait, mais restait toujours au même endroit. C'était étrange, d'habitude, ces animaux ne restent pas longtemps au même endroit. Elle garde quelque chose, suppose Gregory Thompson en étudiant les traces. Ou quelqu'un. Le brouillard était particulièrement épais ce jour-là. C'est comme si le glouton m'avait attendu. Il est apparu soudainement, à 10 mètres de moi, me fixant droit dans les yeux. J'ai serré la poignée de mon couteau, sentant mon cœur battre la chamade. Wolverine n'était pas un plaisantin. S'il décidait d'attaquer, la conversation serait brève. Mais la bête semblait avoir d'autres chats à fouetter. Elle s'enfonça lentement dans le fourré, jetant de temps à autre un coup d'œil en arrière. Elle ne fuyait pas, elle me guidait. L'ancien tunnel apparut soudain, simple trou noir dans la colline, envahi d'arbustes denses sur ses bords. Wolverine s'arrêta à l'entrée, poussa un cri sinistre et disparut dans la brume. Le faisceau de la lanterne aperçut dans l'obscurité des rails corrodés, des luminaires en ruine et des caisses, vieux mais manifestement pas aussi vieux que l'a dit lui-même. On comprend maintenant pourquoi Wolverine ne voulait pas quitter cet endroit. Dans les profondeurs de la galerie, j'ai trouvé les restes des provisions de l'expédition, des conserves, des galettes, tout ce qui avait été gâché depuis longtemps, mais dont l'odeur attirait encore le prédateur. Elle avait dû installer ici une sorte de garde-manger. Les tiroirs étaient remplis de documents, des chemises jaunies contenant les rapports d'une expédition scientifique du début des années 60. Ils enquêtaient sur les conséquences de la chute de la météorite de Tunguska, à la recherche de traces d'anomalies. La plupart des papiers étaient pourris, mais je pouvais en déchiffrer quelques-uns. L'un des rapports faisait état d'un comportement animal étrange dans certaines zones de la réserve et de défaillances inexpliquées dans les relevés d'instruments. Gregory Thompson est resté longtemps silencieux lorsque je lui ai montré ce que j'avais trouvé. Puis il a sorti une cigarette, a fumé et m'a raconté que dans sa jeunesse, il avait lui-même travaillé comme guide lors de cette expédition. Seulement, tous les documents n'ont pas été emportés à Moscou à l'époque, a-t-il dit à voix basse. Certains ont été cachés ici. Apparemment, il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Wolverine n'est plus jamais réapparu dans ce quartier. Mais parfois, lors de journées particulièrement brumeuses, je crois que j'entends à nouveau son cri sinistre. C'est comme si elle m'appelait quelque part plus loin, essayant de me montrer quelque chose d'autre. Mais je n'ai jamais su de quoi il s'agissait. Peut-être était-ce mieux ainsi, tous les mystères de la taïga n'ont pas besoin d'être résolus par l'homme. Une semaine plus tard, Gregory Thompson prend sa retraite. « J'en ai eu assez », a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. « Maintenant, c'est à vous de garder ces bois, et leurs secrets. » Je ne me doutais pas que ce serait notre dernière conversation normale et que, très bientôt, la vie me confronterait à des choix auxquels je ne serais absolument pas préparé. Le printemps 1995 a commencé par des coups de feu. En ce jour d'avril, je patrouillais dans la partie sud de la réserve lorsque j'ai entendu des cris et des rugissements d'ours. Je ne sais toujours pas ce qui m'a fait courir vers ces bruits, l'expérience d'un garde-chasse ou l'instinct humain. Un garçon d'environ 16 ans était blotti dans la fourche d'un vieux pin et en contrebas, dressé sur ses pattes arrière, un ours énorme se déchaînait. Les tirs en l'air ne faisaient qu'exciter la bête. Je devais tirer pour tuer. Il n'y aurait peut-être pas de seconde chance. Je n'ai jamais aimé tuer des animaux, mais parfois, il n'y a pas d'autre choix. Le gamin s'est avéré être le fils d'Ethan Sloan, directeur adjoint du comité régional de conservation. Je l'ai appris le lendemain, lorsque le fonctionnaire est venu me remercier personnellement. Je m'attendais à la poignée de main habituelle, voire à une bouteille de cognac. Mais Sokolov n'était pas du genre à se contenter de paroles en l'air. « J'ai l'occasion de contribuer à l'éducation de vos enfants », a-t-il déclaré, « et la question de l'appartement peut être résolue. Vous savez, il y a de bons logements qui se libèrent dans le centre régional. » Je suis resté silencieux, regardant par la fenêtre du cordon. Depuis 15 ans que nous vivons dans la colonie, ma femme et moi n'avions pas réussi à résoudre ce problème. Et les enfants grandissaient,
Ils avaient un besoin de poursuivre leurs études. Une semaine plus tard, Sokolov est revenu, déjà muni de documents. Tout était propre, officiel, une formation ciblée pour les enfants, un appartement officiel. « Vous comprenez, sourit-il, il faut parfois fermer les yeux sur certaines petites choses. Après tout, ce n'est que de la chasse. Pas du braconnage, de la chasse, pour des gens respectables et sérieux. » Je me suis souvenu des paroles de Thompson sur la taïga, qui ne pardonne pas les erreurs. Pendant un instant, j'ai eu une image devant les yeux. J'étais en train d'effectuer une nouvelle inspection, de faire un rapport honnête, puis j'ai pensé à ma fille, qui rêve de devenir médecin, à mon fils, qui a besoin d'une bonne éducation. Et la voix de mon mentor s'est tue, dissoute dans le bruit de la forêt printanière. J'ai accepté, peut-être parce que j'étais fatigué de l'éternelle lutte contre la pauvreté, peut-être parce que j'ai vu ma femme rapiécer les vieux vêtements des enfants. Ou peut-être ai-je simplement décidé que j'avais le droit de penser à moi et à ma famille pour une fois. La première chasse à l'élite a eu lieu en mai. La forêt était silencieuse, seul l'écho des coups de feu passait entre les pins, comme un étranger dans sa propre maison. J'ai veillé à ce que tout se passe correctement. Un seul tir, pas de torture. Ce n'est pas du braconnage, me répétais-je, c'est de l'ordre. Tout est sous contrôle. Tout est conforme aux règles, de nouvelles règles. L'argent est arrivé tout de suite, beaucoup d'argent. Ma fille est entrée dans une bonne université, mon fils a commencé à se préparer pour l'université, la vie s'améliorait. On comprend maintenant pourquoi Wolverine ne voulait pas quitter cet endroit. Dans les profondeurs de la galerie, j'ai trouvé les restes des provisions de l'expédition, des conserves, des galettes, tout ce qui avait été gâché depuis longtemps, mais dont l'odeur attirait encore le prédateur. Elle avait dû installer ici une sorte de garde-manger. Les tiroirs étaient remplis de documents, des chemises jaunies contenant les rapports d'une expédition scientifique du début des années 60. Ils enquêtaient sur les conséquences de la chute de la météorite de Tunguska, à la recherche de traces d'anomalies. La plupart des papiers étaient pourris, mais je pouvais en déchiffrer quelques-uns. L'un des rapports faisait état d'un comportement animal étrange dans certaines zones de la réserve et de défaillances inexpliquées dans les relevés d'instruments. Gregory Thompson est resté longtemps silencieux lorsque je lui ai montré ce que j'avais trouvé. Puis il a sorti une cigarette, a fumé, et m'a raconté que dans sa jeunesse, il avait lui-même travaillé comme guide lors de cette expédition. Seulement, tous les documents n'ont pas été emportés à Moscou à l'époque, a-t-il dit à voix basse. Certains ont été cachés ici. Apparemment, il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Aujourd'hui, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Mes enfants étudient dans un centre régional, ma femme ne porte plus de vieilles vestes. Je suis devenu un homme respecté, membre de haute fonction. On dit que je serai bientôt promu à la région. Et à la taïga. La taïga est silencieuse. Je n'entends plus ses voix, soit qu'elle se soit tue, soit que j'ai oublié de l'écouter. Parfois, en regardant le coucher de soleil depuis mon nouveau balcon, j'attends qu'elle parle à nouveau, comme elle l'a fait à l'époque, dans le brouillard. Mais le silence est plus oppressant que tous les mots. Hier, dans la boîte aux lettres, j'ai trouvé un mot non signé. Vous avez choisi le mauvais camp. L'écriture me semblait familière, mais je ne me souvenais pas de qui l'avait écrite. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. On dit que la taïga sait attendre. Contrairement aux humains, elle a une éternité devant elle. Elle a vu les générations se succéder, les lois et les frontières changer, les règles être remplacées par d'autres. Mais ses propres lois restent les mêmes. Hier, j'ai reçu l'ordre d'être transféré dans la région. Désormais, je superviserai plusieurs réserves à la fois, je ferai des plans et des rapports, je participerai à des réunions. Tout est en ordre. Un bureau, une secrétaire, une pancarte sur la porte. Les enfants sont fiers, leur père est désormais un grand patron. Avant de partir, je suis allé voir mon ancien cordon. Il était complètement envahi par la végétation, le toit s'était affaissé, mais l'odeur était restée la même. Aiguilles de pin, fumée, feuilles de l'année dernière. Dans un coin, j'ai trouvé mon premier carnet de garde-chasse. Sur la dernière page se trouvait une carte du contournement, dessinée par la main tremblante de Gregory Thompson. On dit qu'il va mal. Il vit seul dans son cottage à la sortie du village et ne sort presque jamais. J'allais lui rendre visite avant de partir. J'ai même conduit jusqu'à la porte. Mais je n'ai pas osé entrer. Et ce matin, en faisant mes valises pour le déménagement, j'ai trouvé un autre mot. La taïga sait pardonner. Mais seulement ceux qui savent demander pardon. L'écriture était la même que la dernière fois. Et quelque part, très loin, à la limite de l'audible, j'ai cru entendre à nouveau ce cri étrange dans la brume. Et maintenant, la partie la plus amusante,
Les questions auxquelles tout le monde aura une réponse différente. Qui est le plus grand criminel à vos yeux, le braconnier qui tue un animal en échange d'un morceau de pain pour ses enfants, ou le garde-chasse qui permet aux riches de chasser dans la réserve pour de l'argent? Gregory Thompson est-il un défenseur de la nature par principe, ou simplement un vieil homme qui ne comprend pas les nouvelles réalités de la vie? La pitié qu'il éprouve pour Nicolas n'est peut-être que l'envie de la réussite d'autrui, et surtout, Nicolas s'est-il vraiment vendu ou est-il simplement devenu plus sage et a-t-il appris à faire des compromis? Peut-être sommes-nous trop idéalistes en ce qui concerne le travail d'un garde-chasse? J'attends avec impatience vos réflexions dans les commentaires. Je suis sûr que chacun d'entre vous a quelque chose à dire à ce sujet. Si vous avez aimé cette histoire, soutenez la chaîne en l'aimant et en vous abonnant. Il y a beaucoup d'autres histoires ambiguës sur la vie dans la taïga et sur les gens qui pensent connaître ses secrets. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.